Il ne faut pas toujours en avoir plus pour faire mieux. Aujourd'hui, je continue directement ma précédente review en présentant les 3 Headmasters Decepticons de Titan's Return. Tout comme pour les Autobots, je parle ici des premiers Headmasters, les personnages qui sont apparus en 1987, dès l'introduction du gimmick. Pas besoin de retour en arrière dans cette vidéo, toute l'explication du concept a été faite dans la review sur leurs homologues Autobots. Cependant, je dirais que pour une raison étrange, les Decepticons ont eu un membre en moins, une disparité qui ne se retrouve que rarement à partir de l'apparition des gimmicks dans l'AG1. Bon, comme autre disparité, on peut aussi compter la différence de taille entre leurs chefs, avec Scorponok d'un côté et l'énorme Fortress Maximus de l'autre. Bref, passons aux personnages. Les 3 premiers Headmasters standards côté Decepticons sont Skullcruncher, Weirdwolf et Mindwipe. Skullcruncher est un peu bourrin, il est bruyant et a pour habitude de manger ses ennemis, et il pourrait être bien plus efficace s'il ne grinçait pas des dents dès qu'il est embusqué. Pour compenser cette intelligence limitée, il est allié à Grax, un nébulon bien plus malin, à la tête d'une grande entreprise et prêt à faire équipe avec un cybertronien capable de manger ses ennemis. C'était vraiment pas difficile de trouver un nébulon plus intelligent que Skullcruncher, mais avec Grax, ils ont vraiment trouvé le meilleur exemple de duo incompatible. Weirdwolf de son côté est un poète. Comme ça, il parle. Oui, à l'envers il forme ses phrases et son partenaire nébulon, ça énerve. Monzo quant à lui est un ancien catcheur, devenu gérant de boîte de nuit, je sais pas pourquoi, et déteste les façons de parler tordues de Weirdwolf. Mais à part ça, il semble s'entendre assez bien, tant que Weirdwolf ne se parle pas à lui-même. Le problème, c'est qu'il fait ça souvent. Et Mindwipe est le manipulateur du groupe, comme apparemment toutes les chauves-souris violettes dans Transformers, et il y en a beaucoup. C'est un expert en art occulte et il essaie jour après jour de communiquer avec les morts, sans résultat. Mais ça ne l'empêche pas de pouvoir manipuler les esprits, tant des robots que des organiques. Et qui de mieux pour s'associer à lui qu'un véritable scientifique tel que Vorath? Alors, bien sûr, ils s'entendent pas toujours très bien, mais leur intelligence combinée fait d'eux un duo assez redoutable. Et leur version Titan's Return me plaise beaucoup. On retrouve ici les modes animaux qu'on connaît au Headmaster Decepticon, qui représentent 3 éléments. C'est une belle coordination au niveau des personnages, pour un style que j'adore. En fait, je préfère même ces 3-là aux 4 Autobots. Et si je les aime autant, c'est certainement pas pour leur personnalité, que je redécouvre un peu avec l'écriture de la vidéo, là où je connaissais au moins Chrome Dome et Brainstorm pour les rôles majeurs dans IDW. Parlant de ça, celui des 3 qui a eu l'apparition la plus marquante est sans doute Skullcruncher. Weirdwolf ne fait pas grand chose dans IDW, et Mindwipe apparaît pendant quelques numéros, où il aide Galvatron et entre en contact avec JB Blackrock, un humain qui s'avère être plus qu'il n'y paraît. Et Skullcruncher apparaît moins longtemps que Mindwipe, mais aura su se faire remarquer grâce à sa reconversion en humoriste après la fin de la guerre, avec un spectacle qui sera notamment regardé par les Scavengers. Les modes alternatifs des 3 Headmasters Decepticons sont très beaux, et un peu comme les Headmasters Autobots, ce sont des versions mises au goût du jour, d'une façon plus intense que ce qui se fait actuellement. On n'a pas exactement des modèles géants, mais des animaux d'aspect bien plus organique que ce qu'on aurait pu avoir avec des nouvelles figurines de ces personnages. Comme la dernière fois, je commence par les 3 Titan Masters. Ils se nomment ici Grax, Monxo, avec un X, et... Wipe? Alors, je parle de Titan's Return depuis la semaine dernière, mais c'est pas tout à fait vrai ici. Je n'ai pas Mindwipe Titan's Return, j'ai sa version Legends, éditée par Takara, et exclusive au Japon au moment de sa sortie, qui est nommée Wipe. Et ça me permet de faire un petit crochet par la version japonaise des Headmasters. Au Japon, les Headmasters, ce sont les petits robots. Oui, l'histoire associée aux mêmes jouets diffère complètement, et c'est une partie importante de leur caractérisation. Dans le cartoon Headmaster, les cyberdroïdes sont des petits cybertroniens non transformables, qui se sont retrouvés coincés sur la planète Master et qui ont dû améliorer leur technologie afin de survivre. Pour ça, ils ont construit des corps transformables sans vie, les Transtectors, dont ils forment la tête pour les contrôler. Donc, contrairement aux Headmasters américains, qui sont l'union entre un nébulon organique et un cybertronien mécanique, les Headmasters japonais n'ont qu'un seul nom, qui est celui de leur tête, et leurs corps ne sont que des sortes d'armures géantes qui leur permettent de se mesurer aux autres Transformers. Je resterai ici surtout dans la position américaine, par souci de cohérence avec la review précédente, mais si je voulais être rigoureux quant au personnage représenté, je devrais garder l'appellation de Wipe, et ne pas donner le nom de son Titan Master. Mais pour la version américaine, il s'agit bien de Mindwipe, accompagné de Vorath. Bref, tout ça pour dire que les Headmasters sont encore plus complexes que ce que j'ai pu laisser voir dans la review précédente. Et niveau jouet, on retrouve ce qu'on connaît déjà. J'aime bien la peinture sur le visage de Grax, et Monzo a un mode robot que j'aime beaucoup. Il est plutôt carré, et j'aime bien ce qu'il donne. Mais Vorath est le mieux peint des 3. Takara oblige, on a plus de peinture que sur la version Hasbro. Je trouve ça assez joli, mais c'est le changement le moins important de la figurine.
Et puisqu'il n'y a pas grand chose à dire sur les Titan Masters, je peux passer à leur cybertronien associé. Skullcruncher, qui s'appelle maintenant Skull Smasher, est un énorme crocodile vert et rouge. Enfin, fuchsia peut-être, je suis pas très doué pour décrire les couleurs. Toujours est-il que je l'aime beaucoup. La première chose à noter, c'est que je le trouve très long. Il s'étire pas mal et il donne vraiment bien. Le robot fabrique entièrement le crocodile et tout est à sa place. Je trouve sa tête superbe, et c'est la mâchoire supérieure qui s'ouvre pour donner un aspect très naturel à l'animal. Et en fait, tout le crocodile est très naturel ici, malgré les limitations obligatoires d'un Deluxe de 2016. Avec quelques articulations aux pattes, à la tête et à la queue, Skullcruncher bouge pas trop mal. Il faut dire qu'un crocodile c'est pas non plus l'animal le plus flexible, donc c'est pas si grave. Certains Kingdoms ont fait pire niveau articulation en mode animal. L'emplacement pour Headmaster, son jeu original, était dans la tête, mais ici c'est dans le dos. Un changement bien apprécié pour avoir à la fois plus de place et moins de contraintes dans la tête, ce qui donne par ailleurs une très belle langue moulée, ainsi qu'une logique pour que Skullcruncher puisse manger des Autobots. Par contre, le panneau pour y accéder est en plastique souple, une idée étrange qui nécessite qu'on le pousse un peu plus à l'intérieur pour qu'il tienne. C'était un point de critique lors de sa sortie, mais maintenant je m'y suis fait. Niveau accessoire, il n'a qu'un pistolet, et sa queue qui se retire comme sur le jouet géant. Et ils ont eu la bonne idée de faire de cette pièce le siège pour Titan Master, ce qui n'est quasiment jamais utilisé mais qu'on peut faire quand même si on veut. Weirdwolf, qui a été nommé Wolfwire dans Titan's Return, est un très beau loup jaune et bleu. Là encore, je le trouve très joli, avec des membres qui seront évidemment ceux du robot, mais qui changent un peu de forme pour devenir plus réalistes. J'aime beaucoup sa tête, très menaçante, et tout le plastique rouge à l'intérieur qui forme même ses dents. Par contre, ce genre de plastique souple a tendance à coller avec le reste du plastique, donc il faut faire attention. Sa bouche peut rester fermée et se coller en place. En fait, c'est tellement grave que le plastique souple semble causer des réactions au niveau des autres pièces, donc sur mon exemplaire, la mâchoire est cassée. Et il y a un autre problème à cause de ça, le dos est sur le même principe avec le rouge transparent sous le plastique jaune. Et après quelques jours à peine, sur le deuxième exemplaire de Weirdwolf que j'avais après avoir eu le même problème, les articulations ont explosé. Depuis tout ce temps, ça semble tenir, mais ça m'inquiète quand même. Justement, ça me permet de rester un peu autour de son dos, qui possède un cockpit bien visible qui en fait presque autant un véhicule qu'un animal. Monzo y loge très facilement, même s'il doit pas y voir grand chose. Et il y verra pas beaucoup plus en utilisant l'accessoire pour Titan Master. Weirdwolf vient avec une épée qui forme la queue du loup, et un énorme canon qui fait aussi baignoire pour Headmaster. Je suis pas fan du style, mais ça se place sur son dos pour qu'il ressemble encore un peu plus au lion jaune de Voltron. Mais avec d'énormes lance-missiles en plus sur les épaules. Niveau articulation, Weirdwolf est très bien loti lui aussi, avec une tête qui bouge sur deux axes et les pattes encore plus libres que les membres du robot. Avec des ball joints aux pattes et plusieurs genoux et chevilles à l'arrière, on a de quoi lui donner des poses très menaçantes. Et je peux passer à Mindwipe. Enfin, j'ai pas mal de choses à dire sur lui, donc je commencerai par un dernier accessoire. Wipe Legends vient avec le drone Servant, un repaint du dragon venu avec le Titan Master Crash Bash côté Hasbro. Il s'agit d'un petit accessoire avec 3 modes, le petit dragon, une arme pour Mindwipe et un dinosaure complété par le Titan Master. Je trouve que c'est un ajout amusant qui permet d'utiliser Vorath autrement en plus de lui donner un petit compagnon. Et je continue sur Mindwipe lui-même qui se transforme en une jolie chauve-souris, avec du violet, du marron et du bordeaux. Sur cette version, les ailes sont entièrement peintes en bordeaux avec les doigts marrons, pour garder la couleur qu'elles ont dans le cartoon et sur le jouet G1. Et entre les deux évidemment, on a une très belle tête, qui ressemblerait presque plus à celle d'un Rhinoloph qu'à une roussette comme c'était le cas sur le jouet G1. Par contre, contrairement aux deux autres, Mindwipe est plutôt une brique qui ne se regarde que de face. De dos, il a 2 ailes vestigiales qui se baladent, et tant qu'on ne détache pas le tout, il doit garder les ailes un peu ouvertes. Par contre, une fois détachées, ces ailes offrent pas mal de mouvements, et la transformation leur permet de se replier pour faire comme s'ils volaient vraiment. Au niveau de la tête, on reste sur une mâchoire qui s'ouvre, sur du plastique souple comme pour Weirdwolf. Mais là, ça ne fait que coller un peu quand on n'y touche pas. Aucun souci de casse, il faut juste reforcer un peu. Vorath peut également piloter la chauve-souris, cette fois-ci en se plaçant dans le torse, à l'avant. Et je trouve qu'il est un peu difficile à sortir, mais à part ça, j'aime bien ce placement. Et pour les accessoires, Mindwipe vient avec un pistolet et un bouclier qui peut aussi servir de griffe. On peut faire pas mal de choses avec ça, mais officiellement on doit donner une queue à la chauve-souris. Pour une fois, je préfère utiliser le bouclier comme traîneau surarmé pour Vorath. En tout cas, tous les trois ensemble, ils donnent très bien. Les 3 Headmaster Decepticons de 87 sont une belle équipe, tout aussi colorée que les Autobots, et possiblement plus amusante dans ce mode. Et bien sûr, c'est encore mieux avec Scorponok pour une équipe complète. Les photos étaient pas évidentes à faire, et j'en avais encore plus dans la première version de la review, mais elles ont toutes disparu.
Donc je suis désolé pour vous, mais vous êtes passé à côté d'une mise en scène qui m'avait pris pas mal de temps. En tout cas, vous l'aurez compris, je suis très content d'avoir cette équipe au complet. Et il est grand temps de passer au mode robot. Tout comme pour les Autobots, leurs transformations sont simples mais agréables, et celles de Skullcruncher et Weirdwolf sont plutôt faciles à deviner. Par contre, elles ont toutes les deux des détails qui les rendent plus intéressantes qu'un simple animal debout. Ce que Skullcruncher a d'unique, c'est ce placement des épaules au-dessus du torse, qui permet de réduire les bras pour former les pattes avant. J'aime beaucoup cette étape, qui a permis en plus d'ajouter des articulations au mode robot. Pour Weirdwolf, c'est encore plus direct, sauf pour les jambes qui se réorganisent un peu pour distribuer leur masse différemment, ce que je trouve très malin, tant dans l'idée que dans la simplicité de réalisation. Par contre, il faut aussi ouvrir le dos pour comprimer le corps, ce qui me fait toujours peur à cause des pièces cassées. Et Mindwipe est le plus particulier des trois, puisqu'ils ont décidé de lui réduire les ailes en robot de façon très intelligente. Les ailes se replient pour former les jambes, et c'est la fausse paire d'ailes qui va se retourner entièrement pour former le keyboard du robot. Pour les bras, il s'agit des pattes de la chauve-souris. Donc Mindwipe se retourne entièrement quand il se transforme, ce qui le rend très amusant à manipuler. Je commencerai les modes robots avec Skullcruncher. Et exactement comme Hardhead la semaine passée, qui m'intéressait peu avant de l'avoir, je le trouve maintenant très cool. Le problème, c'est la qualité de fabrication. Skullcruncher reprend un schéma de transformation basique, mais qui marche bien et qui donne un joli robot. Avec les bottes et les gants roses, ça lui donne une bonne allure. Par contre, ses jambes sont lâches et il tient assez mal debout. Mais je vais commencer avec la tête. Grax forme ici une tête assez jolie, que j'ai mis du temps à comprendre avant de l'avoir. Les yeux sont assez hauts comme ça, c'est assez étrange, surtout en noir. J'arrivais pas trop à cerner ce qu'il voulait représenter, mais maintenant que je l'ai en face de moi, je vois mieux ce que ça donne, et j'aime bien. Comme presque tous les autres, on a les détails du torse qui nous viennent de la pièce mobile sur les jouets G1, que j'ai évoqué sans l'expliquer. Sur les Headmasters G1, il y avait un gimmick en plus des petits robots qui forment la tête du plus grand. Les Headmasters pouvaient chacun faire apparaître les niveaux des Transformers auxquels ils s'associaient, en vitesse, en force et en intelligence, soit 3 des 8 domaines qu'on retrouvait sur les tech specs au dos des boîtes. Les tech specs ont existé depuis le début de la G1, mais les Headmasters doivent être les premiers à en avoir fait mention ailleurs que sur la boîte, en incluant ses valeurs au jouet lui-même. Sauf que c'est pas tout à fait ça. Ce qui fait tout le truc des Headmasters, c'est de pouvoir enlever la tête, et notamment de les échanger. Donc, sur les jouets G1, c'était plus mis en avant que maintenant, et pas seulement parce que les designs n'étaient pas encore établis et que échanger les têtes était moins gênant visuellement. C'était aussi encouragé par les tech specs, puisque sur le torse, les Spoodstrints, l'acronyme qu'on voit au-dessus des barres colorées, dépendaient intégralement du Headmaster qu'on mettait dedans. Leurs languettes ont des tailles différentes pour chaque caractéristique, ce qui appuie encore plus l'idée que les Headmasters aident le robot, en lui donnant des compétences différentes. Bref, désolé du petit écart, mais je sentais que j'avais besoin de présenter ça, aussi. La trappe à Spoodstrint est maintenant un élément central des Headmasters, en leur donnant généralement une plaque de couleurs différentes sur le torse des designs finaux. Et donc c'est ce qu'on a sur Skull Smasher, sans rien dessous bien sûr. Mais juste en bas on peut voir un petit défaut visuel, avec les flancs du crocodile qui restent là et qui le rendent un peu plus large que prévu. Mais c'est peut-être moins gênant que les énormes trous dans les avant-bras, qui restent eux-mêmes un moins grand défaut que les jambes creuses. Je le dis tout de suite, j'aime beaucoup l'apparence des jambes, et les pattes sur les côtés. Mais le creux implique un certain manque de stabilité, surtout avec des cuisses et des genoux lâches comme les siens. En fait, il n'a vraiment que l'avant des pieds et une petite surface à l'extérieur qui n'aide pas pour la stabilité. La construction même des jambes avait été critiquée, surtout parce qu'à sa sortie, beaucoup de gens ont remarqué qu'il suffisait d'enlever 2 vis pour retourner les pattes arrière, les cacher et lui donner des talons. Mais c'est évidemment pas ça qu'on a eu. Après, ça n'empêche pas qu'il soit bien. Avec son pistolet d'un côté et son bouclier de l'autre, qu'on peut clairement pas utiliser comme une épée, il peut prendre des poses sympas. Il a une rotation au bassin, et les poignets peuvent tourner en faisant tourner l'avant-bras. Il ne lui manque vraiment que des pieds pour avoir le niveau d'articulation actuel. Pour Weirdwolf, c'est un peu plus compliqué. J'aime beaucoup ce qu'il donne, mais je le trouve plus gonflé dans les proportions, ce qui limite un peu les possibilités pour le poser. Mais il offre quand même de très bonnes idées. Déjà, cette tête est très jolie et satisfaisante à utiliser, même si la forme de son torse l'empêche de faire bien plus qu'une simple rotation. Mais le visage rouge avec la visière qui remonte sur les côtés, je trouve que ça lui va bien. Et c'est pareil pour le torse avec des détails sur les côtés qui me feraient penser à des sortes d'échappements. Et comme Eyebrow, qui était le seul Autobot à pousser la référence au Spoodstrint,
Weird Wolf est le seul de son équipe à avoir un torse qui s'ouvre, ce qui est bien, même si ça ne révèle qu'un port 5 mm. Au niveau des bras, on a le premier défaut de proportion, avec des épaules énormes qui peuvent facilement le restreindre. J'aime beaucoup les détails dessus, mais c'est peut-être un peu trop. C'est pas comme si c'était un énorme problème, mais visuellement, ça peut le rendre plus discutable. Par contre, je trouve les jambes super. Il y a un truc que j'aime beaucoup avec les tibias qui cachent les pattes du loup et qui ramènent les détails des genoux en place. J'aime vraiment beaucoup ces pièces-là. Et en plus de ça, Weird Wolf gagne des pieds sur ball joint, ce qui les rend dans l'idée plus articulés que les pieds des Legacy d'aujourd'hui. La seule chose qui lui manque, c'est une rotation au poignet, et peut-être des avant-bras moins énormes, justement pour lui permettre d'utiliser plus d'armes. Mais avec son canon démesuré et son épée, il peut prendre déjà de très bonnes poses. C'est vraiment son dos qui me fait peur, à cause de l'articulation fragile qui tient plusieurs pièces en même temps. Mais pour le reste, c'est une figurine amusante. Et on peut enfin passer à Mindwipe, que j'ai attendu pendant si longtemps. Et ce que je peux dire, c'est que ses proportions sont un peu bizarres, mais le robot est quand même bien. Niveau visage, comme pour tous les Legends, c'est différent de la version Hasbro. On a ici un visage plus proche de ce qu'on voit dans le Cartoon Masters, même si la différence est assez faible. Sur le torse, vous pouvez voir un logo Decepticon ajouté par son ancien propriétaire, que je n'ai pas décollé. Je connais pas la raison de cet ajout, mais il y en a normalement déjà un sur le torse sous l'autocollant. Tant que je suis sur le haut du corps, je parle des fausses ailes, que j'adore. Je trouve que l'idée de réduire les ailes en mettant une deuxième paire pour le robot, c'est super malin. Elles sont en plastique souple, mais pourquoi pas? En tout cas, j'aime bien leur couleur. Et c'est au niveau des jambes qu'on aura le plus à critiquer. Côté bon point, on a le changement de couleur, puisque les ailes étaient rouges en mode chauve-souris, et sont devenues violettes pour faire les jambes. Et bien sûr, la simple idée de leur formation est géniale. Mais ce qui va pas, c'est les proportions. Mindwipe se retrouve avec un bassin très fin, qui colle d'ailleurs avec un torse qui n'est pas assez large, et de très longues jambes un peu épaisses, avec des cuisses trop courtes par rapport aux mollets. Tout ça mis ensemble, ça donne à Mindwipe une allure trop fine, pas assez imposante, sans que je demande non plus à ce qu'il soit plus large que haut, mais il fait un peu trop frêle. En plus de ça, la longueur réduite de ses cuisses pose problème lorsqu'on lui plie les genoux. Ça n'accomplit pas grand chose à vrai dire, il peut pas vraiment monter les jambes pour devenir dynamique au sol. Et je me plaindrai encore un peu en parlant de la longueur des pieds, qui sont plutôt des longues palmes plates. Ça compense pas vraiment, mais Mindwipe a quand même une rotation au bassin, ce qui est bien pratique pour le rendre moins crispé. Et avec ses accessoires, il a de quoi rendre vraiment bien. Il faut dire qu'avec pas moins de 2 pistolets différents et un bouclier qui peut servir de griffe, il est bien armé. J'aime d'ailleurs combiner les 2 armes originales pour lui faire un grand canon sur le bras, ou même le faire ressembler à Lockdown Age of Extinction avec un canon devant la tête. Il a un PEG 5 mm devant le visage pour le mode alternatif, donc autant l'utiliser. Et avec tout ça, je pense qu'on est bon pour la présentation des 3 Headmaster Decepticons de Titan's Return. Il s'agit d'un bon trio que j'ai critiqué mais que j'aime beaucoup. Weird Wolf cassera à tous les coups mais semble tenir pour le moment, Mindwipe a des proportions bizarres, et Skull Smasher a des problèmes de stabilité, mais ils ont chacun de grandes qualités qui les rendent tous très amusants. Les modes alternatifs sont vivants et dynamiques, ils ont plein de possibilités grâce à des armes variées, et leurs couleurs sont très bien choisies. Là encore, vous l'aurez vu, c'est une équipe qui a besoin d'une nouvelle version, mais moins que leurs homologues Autobots. Déjà, ils ont de meilleures articulations en moyenne, ou en tout cas, ils me donnent plus envie de les utiliser. Mais en plus de ça, ils associent très bien leurs 2 modes, tout en restant relativement G1 et en gagnant en réalisme. C'est pour ça que, si j'avais une seule équipe à vous recommander, ce serait les Decepticons. Ils passent mieux dans une collection actuelle, ils sont moins réinterprétés. Et si j'avais à trouver le meilleur des 7, par contre, ça serait Eyebrow, probablement. Je l'aime juste beaucoup trop. Mais voilà, en globalité, c'est les Decepticons qui l'emportent. J'espère donc que cette présentation des Headmasters originaux en 2 parties vous aura plu. Il s'agissait de 2 reviews un peu longues, mais que je voulais faire depuis plusieurs mois déjà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et faites également un tour sur l'Arche pour discuter autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hider, fin de jour, fin de jour et salut.